Le plan calcul rejoué. Chapitre 1. 28 mai 2026. Airbus, BMW, Mistral AI et le retour d'un vieux rêve français de souveraineté technologique. Le 28 mai 2026, Airbus et BMW signent tous les deux avec Mistral AI, le même jour, sans coordination officielle. Deux des plus grands industriels européens qui basculent vers une IA française pour couper leur dépendance aux géants américains. Le mot qu'ils utilisent tous les deux dans leur communiqué, c'est souveraineté. Ce mot, il a déjà été utilisé. Il y a 60 ans, la France avait tenté exactement la même chose face à IBM. Ça s'appelait le plan calcul. Et ça avait échoué, selon un mécanisme précis, documenté, qu'on peut nommer. Dans cet épisode, pourquoi ça avait échoué ? Et si on est en train de rejouer le même film ? Jeudi 28 mai 2026, 9h du matin, heure de Toulouse. Airbus publie un communiqué sobre, 5 pages PDF mises en ligne sur la page Newsroom du groupe. Le titre annonce un partenariat stratégique de 5 ans avec Mistral AI. Le périmètre, lui, n'est pas sobre du tout. Le contrat couvre l'aviation commerciale et l'hélicoptère sur le civil, la défense et le spatial sur le militaire, soit la quasi-intégralité des 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé Airbus en 2025. Et dans le corps du communiqué, selon le texte officiel Airbus publié le jour même, une formulation qui n'est pas habituelle dans les annonces civiles. Je cite « Des applications militaires aérospatiales hautement confidentielles ». Plus bas, la précision technique qui compte. Les modèles Mistral seront déployables on-premise ou sur des trusted clouds pour répondre aux exigences strictes de sécurité et de souveraineté du groupe. Quelques heures plus tard, Munich. BMW publie sa propre annonce. Un partenariat séparé, signé avec le même fournisseur français, sur un terrain complètement étranger. Simulation de crash, ingénierie produit, archives accumulées de tests sécurité véhicules depuis 4 décennies. Deux groupes industriels parmi les plus gros d'Europe, deux verticaux qui n'ont rien en commun, une même date de signature, un même partenaire. Selon Euronews, qui couvre les deux opérations le jour même, le raisonnement partagé par les deux groupes tient en une phrase. Les industriels européens deviennent inquiets de leur dépendance aux fournisseurs d'IA basés aux États-Unis en raison des préoccupations sur la souveraineté des données, l'exposition de sécurité et la portée légale de la législation américaine sur les données stockées sur des infrastructures détenues par des Américains. Le mot qui revient dans les deux annonces, c'est « sovereign ». Pas seulement européen, pas seulement de confiance, souverain. Et c'est précisément ce mot-là qui rend la séquence intéressante au-delà du communiqué de presse. Parce qu'il a déjà été utilisé, il y a très exactement 60 ans, dans un autre bureau, par un autre exécutif, face à la même puissance technologique américaine, pour justifier un autre geste industriel qui voulait s'appeler « souveraineté ». Et ce précédent, qu'il est aujourd'hui crucial de tenir en tête, porte un nom administratif précis, le plan calcul. Chapitre 2. Juillet 1966 à Paris. Un décret, deux déclencheurs très concrets et une décision exécutive qui va structurer 3 décennies d'industrie européenne du numérique. Pour comprendre ce qui se passe à Toulouse et Munich le 28 mai 2026, il faut prendre 60 ans de recul et entrer dans le bureau présidentiel de l'Élysée en juillet 1966. Le 19 juillet de cette année-là, Charles de Gaulle signe le décret du plan calcul. 2 événements précis ont produit cette signature et l'histoire administrative française les conserve avec soin. Premier événement, documenté par les archives diplomatiques de la période, le refus américain d'exporter des ordinateurs IBM et Control Data au commissariat à l'énergie atomique français. La raison officielle invoquée par Washington, c'est l'intention française de perfectionner la bombe H. La raison réelle, c'est plus large. L'administration Johnson considère que les capacités de calcul de haut niveau sont des actifs stratégiques dont les États-Unis contrôlent l'allocation géographique. Sans IBM, sans CDC, le CEA français ne peut ni modéliser ses essais nucléaires ni simuler ses cycles de combustible. Le verrou est physique. Les machines sont bloquées en douane. Le second événement, c'est l'acquisition silencieuse, en 1964, de la compagnie des machines Bull par General Electric. Bull, écrit Bull à l'origine, du nom de l'ingénieur norvégien Fredrik Rosing Bull, dont les brevets sur les machines à cartes perforées avaient donné naissance à la société française dans les années 30. Bull était le deuxième acteur informatique du marché français derrière IBM et probablement le premier acteur européen. Selon les archives du groupe Bull et les travaux de l'historien Pierre Mounier-Kuhn, cette acquisition n'a pas été annoncée comme un rachat.
Elle s'est faite par augmentation de capital réservé et General Electric s'est retrouvé majoritaire au tour suivant, presque par accident comptable. 3 mois après l'opération, GE Bull retire 2 modèles européens du catalogue Bull qui concurrençaient ses propres machines américaines. L'affaire devient un scandale politique en France au début de 1965 et la presse française la baptise « l'affaire Bull ». Le mot circule encore aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs français qui enseignent l'histoire de la filière. Le décret du 19 juillet 1966 répond aux 2 gestes en même temps. Il crée, par ordonnance complémentaire en décembre de la même année, la Compagnie internationale d'informatique, la C2I. Il dote cette compagnie de commandes publiques garanties par l'État sur 5 ans et d'un programme technique précis. La machine Iris 50 sort en 1970, Iris 80 l'année suivante, et un mini-ordinateur, Mitra 15, en 1971. Selon la revue Cambridge Business History Review en 2005, Mitra 15 sera un succès commercial européen non négligeable jusqu'en 1980. Au milieu des années 70, la C2I négocie avec Siemens et Philips la création d'un consortium tripartite européen, Unidata. Premier ordinateur Unidata livré en 1974. Le mot que De Gaulle pose en juillet 1966 et qui va structurer toute l'opération, c'est indépendance. Ni modernisation, ni compétitivité, indépendance. Le mot du 28 mai 2026, lui, c'est sovereign. 6 décennies de vocabulaire d'écart. La même direction stratégique, exactement. Chapitre 3. Les 4 conditions du déclenchement. Ce qui s'est passé en 1966 et qui se passe encore en 2026. Le plan calcul est devenu, depuis les années 2000, un objet d'histoire économique. Et c'est précisément cette épaisseur historique qui rend la comparaison instruisante. Parce qu'on sait, avec recul, quelles conditions exactes ont produit ce moment institutionnel. 4 conditions, identifiées par les historiens de la période. Et toutes les 4 sont rigoureusement présentes en mai 2026. Commençons par le verrou. En 1965, c'est un refus américain d'exporter des ordinateurs au CEA français, verrou physique, machine bloquée en douane. 60 ans plus tard, le verrou n'est plus physique, il s'appelle Cloud Act, texte voté par le Congrès américain en 2018, toujours en vigueur, qui autorise les autorités américaines à exiger l'accès à des données stockées sur des infrastructures détenues par des entreprises américaines, où qu'elles soient géographiquement. S'y ajoute FISA 702, reconduit par le Congrès en avril 2024. Pour un industriel européen qui manipule des secrets de défense ou des dossiers d'ingénierie sensibles, le verrou n'est plus l'export, c'est l'extraterritorialité. Le résultat anxiogène, lui, est rigoureusement le même qu'en 1965, et c'est précisément ce qu'Airbus a inscrit dans son communiqué du 28 mai. Vient ensuite l'acquisition silencieuse d'un champion européen par un acteur américain. En 1964, c'était Bull avalé par General Electric en 2 temps capitalistiques. En avril 2026, selon TechCrunch et CNBC, c'est l'allemand Aleph Alpha qui s'est fait absorber par le canadien Coir, pour environ 20 milliards de dollars. L'opération a été publiquement bénie par les gouvernements canadiens et allemands sous l'égide d'une Canada-Germany Sovereign Technology Alliance signée plus tôt dans l'année. Sauf que Coir, pour ses entraînements les plus lourds, dépend lui-même de Microsoft Azure pour le cloud et de Nvidia pour les GPU. Le second champion européen vient donc, par effet de transparence, de rejoindre l'orbite institutionnelle américaine sans qu'aucun communiqué ne l'annonce comme tel. La 3e pièce du puzzle, c'est la création par un État d'un acteur national rassemblant les commandes industrielles. La CEI en décembre 1966, financée par commande publique garantie 5 ans, Mistral en 2026, financée par tour privé mais accompagnée d'un soutien Macron explicite. Extension data center en Suède annoncée en mars 2026, présence présidentielle française récurrente dans les annonces produits. La signature Airbus du 28 mai s'inscrit clairement dans cette logique de commande industrielle stratégique. Et la dernière pièce, posée au-dessus de tout, le soutien direct du sommet de l'exécutif. De Gaulle en 1966, Macron en 2026. 4 conditions, toutes présentes à 60 ans d'intervalle. La séquence d'enclenchement souverain est rigoureusement la même. La question qui suit, et c'est la seule qui compte vraiment, c'est de savoir si la suite l'est aussi. Chapitre 4. Les 3 lignes de faille. Le plan calcul a échoué.
il a échoué selon un mécanisme précis qu'on peut nommer et qu'on peut retrouver, déjà installé, dans la séquence française d'aujourd'hui. Le plan calcul a fonctionné environ 8 ans, puis s'est désintégré entre 1974 et 1976. Selon les travaux de Pierre Mounier-Kuhn sur l'histoire de l'informatique française, l'effondrement s'est produit selon 3 lignes de faille distinctes. Chacune des 3 est identifiable, à un degré ou à un autre, dans le moment Mistral d'aujourd'hui. Prenons d'abord la rivalité intra-européenne. En 1975, Unidata aurait dû devenir le bras armé européen face à IBM. Sauf qu'au sein du consortium CEI Siemens Philips, la Compagnie Générale d'Électricité Française, la CGE, propriétaire d'Alcatel à l'époque, a refusé de voir un Siemens allemand prendre l'ascendant technique sur le projet. CGE a saboté Unidata politiquement, l'Élysée a tranché en arbitrage, le consortium s'est dissous en 1976 sans qu'aucune machine commune n'ait été livrée à grande échelle. L'équivalent direct en 2026, c'est l'opération Coher-Aleph Alpha d'avril dernier. L'Allemagne, plutôt que de s'aligner sur le champion français Mistral, a accepté que son propre champion national soit absorbé par un consortium transatlantique canadien. La rivalité Paris-Berlin sur la souveraineté numérique européenne n'est pas un risque hypothétique pour les 18 prochains mois. Elle est déjà manifestée, factuelle, datée d'avril 2026. Vient le risque politique. Le plan calcul reposait, jusqu'en 1974, sur un consensus que la décennie érodait. L'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence en mai 1974 marque le tournant. Giscard considérait le plan comme une survivance du gaullisme étatique, peu compatible avec sa vision plus libérale de l'industrie. Il en a graduellement coupé les commandes publiques sur 18 mois. CEI s'est retrouvé sans clientèle stable et a été absorbé par Honeywell Bull en 1976. L'équivalent contemporain, c'est l'élection présidentielle française d'avril 2027. Si le successeur de Macron, quel qu'il soit, et l'incertitude est aujourd'hui réelle des deux côtés du spectre, décide que Mistral n'est plus prioritaire dans la stratégie industrielle nationale, l'écosystème de commandes publiques, qui soutient aujourd'hui la valeur du groupe, peut se fragiliser très vite. Reste la 3e faille, et c'est probablement la plus discrète, l'absorption silencieuse par un acteur américain. Honeywell, américain, absorbe ce qui reste de CEI en 1976 pour devenir Honeywell Bull. L'opération se fait progressivement, par étapes capitalistiques successives, sans qu'aucun grand moment public ne signale la bascule. Mistral, lui, a déjà, selon les tours précédents documentés depuis sa création en 2023, des actionnaires américains et émiriens au capital. MGX à Abu Dhabi, plusieurs fonds de la côte ouest américaine et un intérêt récent du groupe Schwartz côté allemand. Le moment de la majorité étrangère n'est pas hypothétique, il est conditionnel. Quelques tours de financement supplémentaires, quelques mouvements secondaires chez les premiers actionnaires, et la majorité bascule sans qu'un communiqué ne le célèbre. 3 lignes de faille, toutes installées dans la séquence française au moment précis où elles commencent. Chapitre 5. La grille des 18 mois. Ce qu'il faut surveiller. Et la question fondamentale que personne n'ose poser publiquement à Arthur Mensch. Sortons de l'histoire et entrons dans le concret du choix présent. Imaginez-vous DSI grand compte qui modélise une bascule vers Mistral pour réduire l'exposition Cloud Act de votre groupe. Ou dirigeant industriel européen qui regarde la signature Airbus comme un signal stratégique avant d'engager votre propre groupe. Ou investisseur en capital développement qui modélise la valorisation de Mistral à 18 mois avant de décider d'un ticket. Qu'est-ce que vous surveillez à partir d'aujourd'hui ? Le premier signal à tenir, c'est la continuité du soutien Macron. La signature Airbus n'a pas été annoncée par l'Élysée, mais elle s'inscrit dans une stratégie de filière clairement portée depuis 3 ans. Si Macron affiche ce soutien, sous pression budgétaire, sous pression Bruxelles dans le cadre d'une éventuelle plainte de concurrence ou sous pression intérieure d'un changement de gouvernement, l'équilibre commercial Mistral s'altère immédiatement. Au-delà de ça, surveillez une 3e signature industrielle majeure après Airbus et BMW. Si Volkswagen, Total Energy, Safran ou ArcelorMittal signent à son tour avec Mistral dans les semaines qui viennent, on passe d'un signal isolé à une dynamique structurée. A l'inverse, si rien ne tombe d'ici la fin de l'été 2026, la signature Airbus restera lue rétrospectivement comme un coup isolé. Surveillez enfin les mouvements d'actionnariat américain dans Mistral. Tout nouveau tour à dominante américaine ou émirienne change la lecture souveraine du projet, indépendamment de ce que dira la communication officielle. Et c'est ici, en posant cette dernière vigilance, qu'on touche à la question fondamentale, celle que personne n'ose vraiment poser publiquement à Arthur Mensch. Sur quel GPU tourne Mistral aujourd'hui ? Très majoritairement sur des GPU Nvidia, américains, selon les analystes infrastructures
infrastructures du secteur. Et le cloud sur lequel tournent les modèles de ses clients majeurs, lui, c'est AWS et Azure pour la grande majorité. Le data center suédois en construction dépend des fournisseurs occidentaux pour les puces, l'énergie thermique, les composants critiques. Le rail physique sur lequel circule la souveraineté française est encore américain à plusieurs étages. C'est exactement le piège qu'a connu le plan calcul de 66. À l'époque, l'État français a financé une compagnie nationale, lui a garanti des commandes publiques et lui a confié la fabrication d'ordinateurs européens. Sauf que les puces des Iris venaient de Texas Instruments, les disques d'IBM. Et le système d'exploitation, lui, a été développé sous licence Scientific Data Systems, entreprise américaine de Santa Monica. La souveraineté technique apparente reposait sur une dépendance silencieuse à plusieurs étages. C'est cette dépendance, autant que les rivalités politiques, qui a fragilisé le projet jusqu'à l'absorption Honeywell de 76. La question pour 2026 n'est donc pas de savoir si Airbus a bien fait de signer avec Mistral le 28 mai. La signature est rationnelle, le contrat est solide et le partenariat va probablement durer ses 5 ans. La question, c'est de savoir si l'écosystème européen, dans sa cartographie réelle des dépendances physiques et logicielles, GPU, cloud, packaging, énergie, peut éviter un scénario Honeywell Bull en 2036, ou si on rejouera, sous un autre nom, sous d'autres acronymes, ce qui s'est joué en 1976. La grille n'est pas une réponse, c'est un point d'observation. Et le moment de l'observation, c'est maintenant. Vous écoutiez le plan calcul rejoué, une histoire de souveraineté, de dépendances invisibles et de choix industriels qui engagent parfois 30 ans d'avenir. Si cet épisode vous a éclairé, partagez-le à quelqu'un qui travaille dans la tech, l'industrie, la défense, ou simplement à quelqu'un qui pense que l'intelligence artificielle européenne ne se jouera pas seulement dans les modèles, mais aussi dans les câbles, les puces, les clouds et les décisions politiques. Merci de votre écoute et à bientôt.